Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ouverture ce lundi à Diamniadio de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement participent à ce forum. La sécurité, principal problème en Afrique, et face à la menace terroriste et au coup d'État répétitif, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, propose la création d'une force africaine financée et contrôlée par les États africains. L'actualité ce lundi, c'est aussi le groupe parlementaire Yehui Askanui qui réclame une copie du projet de loi de règlement. Les députés de l'opposition disent attendre depuis le 14 octobre, délai de rigueur, une copie de ce document conformément à la loi. Ils comptent saisir le président de l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Leur réaction dans ce journal. Encore des violences dans les mosquées à Sicap, Amitié 3. Une réunion d'assemblée d'une mosquée tourne en bataille rangée. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal annonce la mise en place d'un conseil supérieur chargé de superviser les mosquées. Dans ce journal, la réaction de leur chargé de com. Dans l'enquête du lundi, l'on s'intéresse ce soir à la production et la vente du sel. Près de 100 000 tonnes importées chaque année et entraînant ainsi une mévente de la production locale. Younoussa Gueye s'est rendu à Ngaï pour réaliser une enquête que vous allez suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité s'est ouverte ce lundi à Diamniadio. Le président Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, a dressé un tableau très sombre de la sécurité sur le continent africain, avec notamment la multiplication des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. Macky Sall appelle à l'introspection et propose la mise en place d'une force africaine contrôlée et financée par les États africains. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amadou Barry. S'agissant du terrorisme en Afrique, ces multiples connexions avec l'extérieur en font une partie intégrante du terrorisme international. Si le continent est devenu aujourd'hui un des épicentres, sinon l'épicentre du terrorisme international, c'est bien parce que ce fléau est alimenté par plusieurs facteurs. D'abord, la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers illicites et autres trafics, et la participation de combattants étrangers sur le continent africain. Aujourd'hui, des États sont menacés jusque dans leur existence. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes restent réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Et je pense que ce forum, au fil des ans, a eu à prouver qu'il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger les populations menacées par des groupes terroristes. Et retour à présent sur cette journée riche en échanges entre décideurs, experts internationaux et organisations internationales avec nos équipes sur place à Diamniadio, Amadou Barry et Barasso. Amadou, bonsoir. Bonsoir Aïssata, bonsoir à nos téléspectateurs. Bienvenue au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.
où s'est ouverte ce matin la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont le thème cette année est l'Afrique à l'épreuve de chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Alors ce matin, le président Macky Sall a présidé la cérémonie d'ouverture devant ses homologues venus principalement de 3 pays lusophones, le Cap-Vert, l'Angola et la Guinée-Bissau. Le président Macky Sall, en sa qualité également de président de l'Union africaine, a dépeint un tableau très sombre sur la situation sécuritaire en Afrique, rappelant l'expansion du terrorisme dans le Sahel, la recrudescence des coups d'État, les conflits inter- ou intra-africains. Il a parlé également aujourd'hui l'ingérence étrangère en Afrique. Il a déploré également l'impact de la guerre en Ukraine. Bref, un tableau très sombre sur la situation sécuritaire en Afrique. En outre, le président Macky Sall a appelé ses pairs du continent à financer leur propre sécurité en Afrique. Il est inacceptable qu'aujourd'hui toutes les crises en Afrique soient financées par d'autres pays, par d'autres puissances. Il faut que l'Afrique finance sa propre sécurité. Pour ce faire, il faut que les pays africains acceptent de financer cela, à commencer par l'Union africaine. Il a donné l'exemple du Sénégal et de l'Angola qui ont accepté chacun à donner 1 million d'euros, équivalent à 650 millions de francs CFA, pour participer à l'effort de guerre en République démocratique du Congo. En outre, le président Macky Sall a également abordé aujourd'hui la question sécuritaire toujours en Afrique, notamment la guerre d'influence en Afrique, l'impact de la guerre en Ukraine. Sur le continent, les conséquences de cette crise, a dit le président Macky Sall, menacent la paix et la sécurité. Sur le continent, il faut que les Africains acceptent d'être plus libres et de ne pas accepter que se joue une guerre d'influence ici sur le continent. Autre point qui a été abordé pour terminer par le chef de l'État Macky Sall, c'est la question, autre question sécuritaire abordée par le président Macky Sall, c'est la cybercriminalité. Pour le président Macky Sall, les dérives sur le net sont inacceptables. Liberté d'expression rime avec responsabilité. Il a appelé les participants venus quand même de nombreux pays, 500 participants, on le rappelle. Cette année, les pays lusophones sont à l'honneur, à accepter de débattre sur ces questions, sécurité et paix en Afrique, dans un contexte très particulier. Merci beaucoup Amadou Barry. Puis vote de la loi de finances 2023. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce l'absence du projet de loi de règlement. Les députés de l'opposition réclament une copie de la loi de règlement de l'exercice budgétaire 2021 avant le vote de la loi de finances 2023. En conférence de presse cet après-midi, les membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi comptent saisir le président de l'Assemblée nationale et la Cour des comptes pour réclamer cette copie. Je vous propose d'écouter Sornaba et les députés membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi fait observer à l'opinion que depuis le 14 octobre, délai de rigueur, aucun document portant projet de loi de règlement n'a été distribué aux députés comme l'exige la loi. Le parlementaire Yewwi Askan Wi tient aussi à rappeler que les prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale en matière de contrôle budgétaire ne sauraient être suspendues du fait des manquements du gouvernement et de la Cour des comptes. Considérant par conséquent que ni la Constitution ni la loi organique relative aux lois des finances n'autorisent le report de l'examen et du vote de la loi de règlement, considérant que les pratiques parallèles en la matière ne peuvent prospérer que dans une assemblée avec une majorité présidentielle mécanique et peu rigoureuse, qu'il y a lieu désormais de revenir au fondement de contrôle budgétaire. C'est pourquoi le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi informe qu'il a saisi ce matin le président de l'Assemblée nationale aux fins de réclamer copie du projet de loi de règlement qui aurait été déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis le 27 juin 2022. Les députés qui attendent également la déclaration de politique générale du Premier ministre qui doit précéder le vote du projet de loi de finances selon le coordonnateur de la coalition Goryubes, Amadou Diallo, estime que Amadouba devrait d'abord se soumettre à cet exercice avant la validation par l'Assemblée du budget invité de la matinale d'ITV. Il est également revenu sur la question du troisième mandat. Voici la synthèse de son passage à l'émission avec Migui Maram Ndiaye. Le Premier ministre devant les parlementaires une demande pressante, un préalable à l'étude de la loi de finances selon le coordonnateur du mouvement Goryubes Anta. Amadouba doit même faire mieux, demander un vote de confiance. Et c'est l'article 55 de la Constitution qui donne la possibilité, et qui dit que le Premier ministre nommé doit faire sa déclaration de politique générale et s'ensuit un débat et peut demander le vote de confiance qui doit être validé par la majorité absolue. Je pense que c'est important qu'il le demande pour apaiser l'Assemblée nationale. Un vote de confiance pour dérouler sa politique, loin du débat sur la question du troisième mandat qui divise au sein de la mouvance présidentielle. Pour le coordonnateur de Goryubes Anta, Macky Sall doit siffler la fin de la polémique. Donc nous ne devons même pas lui demander de se prononcer sur ce sujet parce que nous devons considérer déjà ce qu'il avait dit depuis 2016. Donc cette question est réglée. Il ne doit pas prétendre à une troisième candidature. Maintenant, si les gens veulent soulever le débat à outrance et veulent parler soit de morale, soit de loi ou de texte juridique, dans les deux sens, le débat est clos. Pour la présidentielle de 2024, le mouvement Goryubes se prépare mais exclut toute alliance avec Macky Sall. Goryubes Anta, Alliance nationale pour la transparence et l'abondance, va faire un congrès au mois de mars, le 8 mars. Et à partir de ce moment-là, une décision sera prise, mais ce qui est clair, un rôle important sera joué par notre organisation en vue de ces élections. Donc une possibilité d'avoir un candidat, Macky Sall, on ne va jamais le soutenir, on l'a dit à plusieurs reprises. Donc les gens qui sont dans ce régime qui a dirigé le Sénégal depuis 2012, nous ne serons pas avec eux. Le mouvement Goryubes Anta se prépare donc en perspective de l'élection présidentielle de 2024. Un mouvement porté sur les fonds baptismaux à la veille des élections locales avant de soutenir la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections des députés. Hors politique, pour la première fois depuis sa création, il y a près d'un siècle, l'Union internationale des avocats organise son congrès en Afrique subsaharienne. Ce sera du 26 au 30 octobre à Dakar. Les avocats ont tenu une conférence de presse ce matin pour revenir sur l'organisation et les attentes liées à la 66e édition de ce congrès international. Plus de détails dans ce compte-rendu de Mamadou Dia et Moussa Fall. Après 94 ans d'existence, l'Organisation internationale des avocats tient son premier congrès en Afrique subsaharienne. Dakar accueille près de 700 avocats venant de 80 pays membres pour 4 jours de réflexion et de débat. Les avocats ont élaboré un programme officiel et lucratif sur le plan scientifique. 2 thèmes seront abordés. Le premier, c'est la gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique et au-delà. Le second concerne l'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires. Concernant les énergies, et notamment les énergies qui sont exploitées ou utilisées en Afrique, ce point est très important. Vous suivez l'actualité, ces sujets de l'énergie sont des sujets qui sont brûlants parce qu'ils occupent aujourd'hui l'ensemble des continents. La ressource énergétique est un point très important. Deuxièmement, cette efficacité et pertinence des systèmes judiciaires permet de donner la confiance des investisseurs, permet également de résoudre les difficultés qui peuvent exister. Les robes noires ont initié 4 jours de réflexion et de débat à Diamniadio. À l'issue de ce 66e congrès de l'UIA, l'on attend des pistes plutôt que des recommandations.
Nous allons avoir également des ingénieurs, nous allons avoir des gens de tous les continents. Ce que l'on fait à chaque fois, c'est un échange d'informations. On est plus sur l'échange d'informations que sur des motions donnant en fait des directives. Notre association n'a pas pour but de donner des directives, elle a pour but de donner un échantillon de l'ensemble des réflexions qui permettent à ce moment-là, pour ceux qui vont les lire, de considérer que c'est une piste directionnelle ou que c'est un centre de réflexion ou que c'est une utilisation qui peut être faite pour le futur. L'avocat est un acteur de la justice, le barreau un élément du système judiciaire. Le président de la République va donner le top départ du 66e congrès de l'Union internationale des avocats dans 48 heures. Mamadou Dian, merci. Situation sociale des travailleurs. L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal appelle à la solidarité selon l'UDTS. C'est le seul moyen pour les travailleurs d'arriver à faire face à cette crise qui secoue les entreprises. L'UDTS dénonce aussi un non-respect du Code du travail et des conventions signées par les entreprises. Abdoul Aziz Si est leur trésorier. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Forte mobilisation du front de tous les travailleurs, de tous les secteurs. Les problèmes ne peuvent pas se régler de manière parcellaire. Aujourd'hui, si les gens sont divisés, émiettés, ils sont combattus et ils n'arrivent pas effectivement à avoir des conditions de travail meilleures. Et pourtant, ils se donnent à fond et créent de la richesse. C'est pourquoi les organisations centrales syndicales pensent qu'il est opportun de faire un appel, d'abord au niveau des travailleurs, que l'ensemble des secteurs se retrouvent, se parlent, mettent en place un plan d'action pour pouvoir faire face à cette situation qui ne mille pas en faveur des ménages en général et des travailleurs. Prends le cas du Bolloré. Voilà une entreprise, 600 travailleurs, et qui est donnée en session par l'équipe entrepreneur, c'est MSC. Vous savez, quand on achète les entreprises, c'est les capitalistes, on n'achète pas quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui marche, c'est parce que les travailleurs sont donnés. Depuis le 31 mars 2022, nous l'avons tous appris par la presse. Les travailleurs sont dans des situations anxieuses. Ils ne comprennent pas ce qui va se passer demain. Et que MSC doit s'engager sur le passif et l'actif de l'entreprise. Et ça, nous attendons ça. Ce que nous voulons, nous, c'est que tout, comme le disait Max, pour le faire tous les pays, unissez-vous, nous disons ici et c'est loin, travailleurs de tous les secteurs, unissons-nous. Unissons-nous, parlons le même langage. Unissons-nous, oublions nos barrières. Pensons à l'essentiel, c'est que les travailleurs doivent effectivement avoir des conditions meilleures. Je vous l'annonçais dans les titres, à la mosquée de Sicap Amitié 3, une réunion d'assemblée se termine en bataille rangée. Des scènes de violence invraisemblables qui ont fait réagir les habitants rencontrés par Fatimata Abba et Sidignan. Un phénomène de plus en plus récurrent dans les mosquées. Après qu'un muezzin a été battu à mort à Pire, une assemblée générale implose en bataille rangée à la Sicap. Après la tempête, le calme sur les lieux. Ce doyen du quartier ne cache pas son indignation. Nous déplorons ces affrontements. C'est très désolant. La mosquée, c'est un lieu de culte et ça témoigne de l'indiscipline. Adamedji habite non loin du quartier de l'affrontement. Elle déplore cette situation et appelle à la retenue. Les mosquées sont devenues le théâtre d'affrontement. C'est dommage. Nous appelons à la paix. Nous sommes tous des musulmans. Mohamed est témoin des faits. Tout musulman se doit de respecter les mosquées, d'autant plus que c'est des personnes âgées, vous voyez. Le lieu de culte transformé en champ de bataille, beaucoup de musulmans dénoncent cet acte et appellent à un retour au fondement de l'islam.
Et va-t-on vers la mise en place d'un conseil supérieur chargé de superviser les mosquées? En tout cas, c'est ce que souhaite l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Imam Mokhtar Ndiaye, chargé de communication de cette association, qui regrette les incidents, est revenu à la mosquée de Sicap, est revenu sur cette situation, appelle à plus de sérénité. Il était l'invité de Kenouas Kanoui sur ITV. Le voici avec El Hadj Malik Sissé. C'est des incidents regrettables si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans nos mosquées. Donc c'est vraiment regrettable. Les mosquées jadis qui étaient, si vous voulez, des lieux très sacrés, des lieux de dévotion, de recueillement, où les fidèles pouvaient retrouver, si vous voulez, la quiétude spirituelle et avoir même, si vous voulez, faire même la retraite spirituelle. Si aujourd'hui ces lieux sont transformés en des champs de bataille, cela pose problème. Donc vraiment c'est un problème majeur qui est là aujourd'hui, qui est regrettable. Les mosquées, nous devons savoir que c'est les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Les mosquées n'appartiennent à personne, plutôt elles appartiennent à la communauté musulmane, n'est-ce pas, du quartier. Et c'est des lieux sacrés, comme je l'ai dit tantôt, des lieux où nous devons éviter, n'est-ce pas, les querelles, les invectives, les jets de chaises, comme nous l'avons vu hier, n'est-ce pas, à la mosquée de Sicap Baobab. Vous savez, le problème de renouvellement des bureaux pose problème. C'est un problème, je peux dire, général dans tous les mosquées du Sénégal, parce que souvent il y a un groupe d'individus qui gèrent les mosquées souvent avec une gestion nébuleuse, une gestion opaque. Donc, vu ce qui se passe aujourd'hui dans les mosquées, les incidents notés ça et là, donc il y a une situation vraiment tendue. Une situation qui risque de s'empirer si l'État en fait n'intervient pas. Et par conséquent, nous interpellons les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, à mettre sur pied, si vous voulez, un conseil supérieur chargé de superviser les mosquées, n'est-ce pas, pour que, en fait, pour mettre fin, si vous voulez, à ces genres d'incidents. Parce que les mosquées, il faut le dire, au Sénégal, sont administrées de façon très désorganisée. Il y a souvent des clans par ici, par là, qui amènent souvent des conflits. Direction Sessène à présent, c'est dans le département de Mbour, une commune qui n'a pratiquement aucune infrastructure sociale de base. Plusieurs de ces villages n'ont même pas d'électricité. L'électrification, justement, une préoccupation majeure du maire de cette localité qui espère arriver à un accès à l'électricité dans toute la commune d'ici 2025. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de kits scolaires. Voyons tout cela avec Muntaga Khan et Mamadouba. À Sessène, les populations n'ont pas un accès convenable aux besoins liés aux services publics élémentaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette commune vit presque dans la pénombre totale, faute d'un réseau électrique normal. Quand le président de la République m'a reçu, je lui avais dit que je ne voterai pas pour lui, car toute la contrée de Ngekor à Sandiara, en passant par Mbour, tout est clair. Arrivé à Sessène, c'est la pénombre totale qui est assimilable à un cimetière. C'était un mardi après mardi. Le maire, qui s'en est ouvert au chef de l'État, s'est vu promettre que d'ici à 2025, toute la commune sera électrifiée. Ça reste ici à Sessène des villages qui n'ont courant. Mais j'en avais parlé avec le président. Il y a des villages qui n'ont pas d'électricité. Le président de la République, quand je l'en ai informé, avait pris des initiatives très probantes. Car dans les 48 heures suivantes, le directeur général de la Sénélec est venu à Sessène et a fait le tour des zones concernées en compagnie des chefs de village. Les autorités m'ont promis d'électrifier Sessène entièrement d'ici à 2025. Nous attendons de voir. D'ici 2025, courant dynamique dans tous les villages. C'est ce qu'ils ont dit. J'accepte. Le maire de Sessène s'est entretenu avec la presse à l'issue de la distribution des fournitures scolaires et matériel didactique estimé à 12 millions et qui concerne 26 écoles de la commune. Et dans le sud du pays, la saison touristique s'est officiellement ouverte en Casamance. La station de Cap Skirring a accueilli le vol inaugural de la saison. 170 touristes sont atterris à l'aéroport. L'objectif cette saison pour les autorités et les hôteliers est de relancer définitivement ce secteur fortement impacté par la COVID-19. Les détails avec Hassan Ba et Daouda Sambou.
C'est le top départ de la saison touristique en Casamance. Le premier vol en provenance de la France est arrivé hier à l'aéroport de Cap Skirring avec à son bord 170 touristes de retrouver le chaud soleil du pays de la Teranga. Je m'appelle Florence et je viens de Paris. Et je viens pour la deuxième fois ici et je suis très contente de revenir ici. Il fait très chaud. Et on est bien, on va être en vacances pendant une semaine, c'est parfait. Et on aime beaucoup le Sénégal parce que les Sénégalais sont très gentils et très charmants. Je m'appelle Isabelle et je viens de Lyon et on vient d'arriver, voilà. Écoutez, on est très heureux que la saison reprenne et que le Club Med rouvre pour qu'on puisse découvrir ce beau pays. C'est magnifique. Je suis impatient de découvrir le pays. Ça a l'air génial. Je m'appelle Mylène et Mathéo. Voilà. On part pour 10 jours pour Cap Skirring. C'est notre premier voyage ici et on a hâte. Et voilà, on est super contents. Le soleil, la chaleur, les vacances. Voilà. Le bonheur. J'ai fait Agadir, mais là c'est la première fois au Sénégal. On vient de Marseille. L'administrateur du Club Med Sénégal s'attend à une bonne saison touristique, vu le taux de remplissage qui est déjà à un niveau très satisfaisant. Nous allons réaliser cette année, si Dieu le veut, une saison encore exceptionnelle. L'année dernière, nous avons eu à faire une très bonne saison, mais nous pensons quand même que cette saison encore sera mieux que la saison écoulée. Nous sommes à un taux de remplissage très satisfaisant. Jusqu'à la fin de la saison, nous sommes presque à un taux très élevé qui avoisine les 100%. Contrairement à la précédente saison, qui avait démarré au mois de décembre, celle-ci commence un peu plus tôt. Le directeur de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique compte aller plus loin en prévoyant de supprimer les saisons mortes. Nous savons que le Club Med, c'est la structure leader au niveau du Cap Skirring. Quand le Club Med ferme, souvent les activités sont ralenties. Mais de plus en plus aussi, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique dans le cadre du Tamou Sénégal pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de saison morte au Sénégal. Même si le Club Med ferme, on fait en sorte que les autres hôtels fonctionnent et les Sénégalais ont commencé à visiter le Cap Skirring avec le Tamou Sénégal. Je pense qu'on va arriver vraiment à faire en sorte que cette ouverture est un moment phare. Mais nous comptons faire en sorte que le Club Med, dans discussion, ne ferme plus pour qu'il n'y ait pas des ouvertures, parce que quand on parle d'ouverture, on va parler certainement de fermeture. Dans la zone, les populations fondent beaucoup d'espoir sur cette nouvelle saison qui a très tôt démarré par rapport aux précédentes. Un mot de sport à présent, en mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Aliou Cissé. Youssouf Sabaly sort encore sur blessure, mais Nicolas Jackson sauve Villarreal. Sadio Mané, lui, est en panne d'efficacité avec le Bayern et Cheikhou Kouyaté dompte Liverpool. Cher Diop pour le Tour d'Europe des Lions. D'abord en France, l'Olympique de Marseille a été battu par Lens 1-0. Pape Gueye et Bamba Dieng sont entrés en cours de jeu. Mbaye Niang marque, mais Auxerre s'incline sur la pelouse du stade de Reims 2-1 avec John Lopi comme titulaire. En Ligue 2 française, l'AS Saint-Etienne renoue avec la victoire sur la pelouse de Amiens 1-0 grâce à un penalty transformé par Ibrahima Wadji. En Angleterre, Nottingham Forest a créé la sensation en battant Liverpool 1-0. Mais le plus important reste la copie propre rendue par Cheikhou Kouyaté. Installé dans le cœur du jeu, son abattage a été déterminant pour les promus. Avec Idrissa Gana Gueye titulaire, Everton s'est largement imposé devant les Eagles de Palace 3-0 et pour respirer. En Championship, Reading bat Bristol City 2-0 avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Mamadou Loum-Ndiaye. Ismaël Assar a aussi marqué son 5e but de la saison pour une victoire à Watford face à Luton 4-0. En Bundesliga, Sadio Mané a débuté sur le banc avant d'entrer en jeu lors du succès du Bayern face à Hoffenheim 2-0. Mais l'attaquant sénégalais a brillé par son manque d'efficacité. Une mauvaise nouvelle qui nous vient d'Espagne. Youssouf Sabaly est encore sorti sur blessure lors de la défaite du Betis face à l'Atlético de Madrid. Villarreal s'impose dans les derniers instants face à Almeria grâce à une réalisation de Nicolas Jackson qui table sur 3 buts et 2 passes décisives cette saison. En Turquie, pour finir, Fatih Karagümrük est allé s'imposer chez Umranispor 3-0 avec un nouveau but signé Mbaye Diagne. Mamba Bacham a inscrit l'unique but du match qui a permis à Kayserispor de s'imposer face à son ancien club de Kassim Passa 1-0. Et enfin, Mambiram Diouf marque avec Konyaspor qui concède le nul 1 but partout face à Demispor.
Chaque année, l'industrie agroalimentaire du Sénégal importe près de 100 000 tonnes de sel, ce qui a des conséquences énormes sur la vente du sel local à Ngaïngaï, dans la région de Saint-Louis. Par exemple, la récolte du sel constitue la principale source de revenus des femmes. Elle demande une restructuration de ce secteur. C'est le sujet de l'enquête de ce lundi signée Younoussa Gueye. Il est 12 heures. Le soleil est au zénith à Ngaïngaï, capitale du sel de la région de Saint-Louis. Ici, le secteur se féminise, l'extraction est le domaine exclusif des femmes aujourd'hui. Le travail est harassant et accompli dans des conditions pénibles. L'obtention de cet or blanc passe par différentes étapes, toutes éprouvantes. Aïda Mbaye, la cinquantaine, répète ses gestes depuis 8 heures. À l'aide de morceaux de bois, elle tape sur le sol pour séparer le sel du sable avant de le gratter. Vous m'avez trouvé en train de taper sur le sol pour séparer le sel du sable. Ensuite, à l'aide d'une truelle, j'ai gratté le sel avant d'en faire un tas. Certaines préfèrent se payer les services d'un enfant talibé qui, en échange d'une somme de 200 francs CFA par parcelle, gratte le sel et le verse dans un tas. Pour faire bouillir la marmite et supporter les frais de l'école, les femmes affrontent, sans sourciller, tous les risques du métier. Pas plus tard qu'hier, je suis tombée ici. Le sol est glissant, donc si on ne fait pas attention, on risque de se blesser. C'est un travail éprouvant pour une femme, mais c'est notre seule source de revenus. Elle travaille à l'aide de moyens rudimentaires, uniquement équipés en chaussettes lourdes, d'un morceau de bois, d'une truelle pour gratter le sel et surtout de lunettes pour se protéger les yeux. Le sel n'a pas échappé aux effets du changement climatique. Sa qualité se dégrade au fil des années, nous confie la doyenne des femmes qui s'activent dans cette filière depuis bientôt 20 longues années. Avant, le sel était de meilleure qualité et la récolte n'était pas si pénible. Mais avec cette poussière qui s'empare des lacs, trouver un sel de qualité devient presque une mission impossible. L'une des premières conséquences de cette rareté, c'est la baisse du prix de vente. Le sel devient de plus en plus rare aujourd'hui. Malgré cela, nous le commercialisons à bas prix. Voilà pourquoi je conseille souvent aux femmes de ne pas se précipiter à brader leurs produits qu'elles ont récoltés dans des conditions pénibles. En dehors de leur force de travail, ces femmes ne disposent d'aucun dispositif technique pour assurer un traitement correct du produit avant sa consommation. Nous n'avons pas de testeurs pour procéder à la vérification de la qualité du sel après emploi de l'iodé. Et pourtant, cette étape est obligatoire avant de vendre le sel dans les marchés. Environ 100 000 tonnes de sel sont importées annuellement au Sénégal par des industries alimentaires, ce qui entraîne naturellement une mévente du sel local qui perd d'année en année de sa prestige au grand désarroi des acteurs et principalement des femmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.